La fin de l'année approche et votre banquier vous tanne pour ouvrir un plan épargne retraite. Et oui, il a peut-être raison, il faut absolument effectuer les versements avant le 31 décembre pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale l'année suivante. Certes, mais est-ce qu'il vous a parlé des pièges du plan épargne retraite? Est-ce qu'il vous a parlé des inconvénients du plan épargne retraite? C'est pas sûr, on vous en parle très peu. Il y a d'ailleurs très peu de vidéos YouTube, voire pas du tout, qui vous expliquent les différents pièges que j'ai listés dans cette série de vidéos. Alors attention, cette série de vidéos n'est absolument pas un conseil en investissement, ce n'est pas non plus un réquisitoire contre le plan épargne retraite. Il s'agit simplement de connaître ces pièges pour les éviter et pour pouvoir effectuer une utilisation optimale du plan épargne retraite dans une stratégie d'investissement. Alors j'ai listé au total 8 pièges que je vais présenter dans 4 épisodes pour ne pas que les vidéos soient trop longues. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les épisodes suivants. Dans cet épisode, je vais vous présenter le piège numéro 1, ce sont les frais sous-jacents au PER qui peuvent réduire à néant votre avantage fiscal. Et puis le deuxième piège, c'est la déduction fiscale qui peut être plus faible que ce que vous prévoyez. Alors on commence par les frais qui peuvent avoir un impact énorme sur la performance de votre plan épargne retraite. Je vais vous montrer comment on calcule cet impact et puis surtout je vais vous montrer comment on peut minimiser cet impact en faisant les bons choix. Donc sur un plan épargne retraite, vous aurez au moins 3 types de frais qu'il faut regarder. Les frais de gestion, c'est un pourcentage annuel qui va être prélevé sur la valorisation de votre contrat. Les frais sous-jacents qu'il y a dans les unités de compte qu'on vous propose et les frais qui sont aussi liés à la gestion pilotée, ça c'est quand vous décidez de déléguer la gestion de votre plan à votre banquier ou votre assureur, et puis les frais d'arbitrage. Donc première chose que vous devez regarder, ce sont les frais de gestion annuels de votre contrat parce que vous allez voir que ça peut manger assez vite l'avantage fiscal que vous allez avoir. J'ai fait une simulation avec des frais de gestion de 0,5%. C'est par exemple le montant qui est proposé par Boursorama pour son périn matelas. Ce sont des frais de gestion assez bas et vous allez voir que sur la durée, les frais de gestion, ont quand même un impact énorme. Regardez. Pour un versement, c'est le petit tableau en bas, pour un versement de 1000 €, vous aurez une réduction fiscale de 300 € si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%, ou de 110 € si vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 11%. Les frais de gestion annuels vont manger l'avantage fiscal dans le premier cas sur une durée de 60 ans, et dans le deuxième cas sur une durée de seulement 22 ans. Alors vous pourrez me dire, oui, ce sont quand même des durées assez longues, ce n'est pas très grave. Certes, mais la petite subtilité que vous devez bien avoir en tête, c'est que ces frais de gestion ne seront pas toujours calculés sur vos versements initiaux. Ils seront au fur et à mesure du contrat calculés sur la valorisation du contrat. Donc si vous faites des plus-values, si votre contrat double en l'espace de 7 ans, 10 ans, s'il triple en l'espace de 15 ans, 20 ans, ce qui est quand même le but en réalisant de bons investissements, les 0,5% ils vont s'appliquer sur la valeur totale du contrat et donc ils vont manger beaucoup plus rapidement que ce que vous escomptez votre avantage fiscal. D'où l'importance de choisir un plan d'épargne retraite qui vous propose le minimum de frais de gestion possible, critère très important à regarder avant de souscrire un plan d'épargne retraite. C'est l'équivalent en fait de droits de garde, en quelque sorte, droits de garde qui ont complètement disparu sur les comptes titres, sur les PEA, chez la plupart des courtiers en ligne. Alors ça, généralement, on vous en parle pas, on met pas le doigt sur le fait qu'il y a une différence énorme entre être sur compte titre ou être sur plan épargne retraite. Déjà, ce sont ces frais de gestion. Mais ce dont on vous parle pas aussi, ce sont les frais sous-jacents sur les unités de compte. Dans un PER, c'est un peu comme dans une assurance vie, vous aurez la possibilité de souscrire des fonds euros ou bien de souscrire des unités de compte pour vous exposer par exemple au marché financier. Ces unités de compte ont généralement des frais sous-jacents beaucoup plus élevés que ceux des ETF sur lesquels vous pouvez accéder via un compte titre. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'aime bien investir sur la bourse américaine, sur le S&P 500. Je trouve des ETF avec des frais de 0,13, 0,12% pour aller sur le PEA, encore plus bas si je veux aller sur le compte titre. L'équivalent d'unité de compte sur PER, j'aurai des frais beaucoup plus élevés de 0,42%, donc quasiment 4 fois plus de frais sous-jacents pour le même investissement que je peux faire sur un compte titre.
Pourquoi? Eh bien parce que votre banquier, votre assureur va vous présenter un nombre limité d'unités de compte. Par exemple, sur le Paiera-Matelas, mais c'est la même chose pour tous les autres, hein, chez Boursorama, vous n'avez que 70 supports et unités de compte présentés. Et en plus, vraiment ce qui est désagréable, c'est que ces unités de compte, ces supports, vous pourrez vraiment les consulter que lorsque vous avez souscrit le plan. Alors dans l'idéal, il faudrait demander à l'avance une annexe avec la liste de toutes les unités de compte auxquelles vous accéderez en souscrivant au plan d'épargne qu'on vous propose, et puis vous regardez si vous avez des unités de compte qui vous plaisent, et puis vous regardez les frais sous-jacents de ces différentes unités de compte. Ces frais sous-jacents s'ajoutent aux frais de gestion annuels du contrat, ce qui fait que votre avantage fiscal, au lieu d'être bouffé en 60 ans, à mon avis, il va être bouffé en seulement 10 ou 15 ans. Autres inconvénients avec les unités de compte, et si vous avez une gestion active de votre PER, c'est que de temps en temps, vous allez vouloir vendre vos unités de compte pour en acheter d'autres, et dans ce cas-là, vous allez payer en plus des frais d'arbitrage qui vont s'ajouter aux autres frais qu'on a listés. Voilà pourquoi, pour une utilisation intelligente et optimale du PER, moi j'aurais plutôt tendance à suivre ces 4 directions. Alors c'est mon opinion personnelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Première direction que je privilégierais, c'est de privilégier les fonds euros aux unités de compte, parce qu'il y a toujours moins de frais sur les fonds euros que sur les unités de compte. Et en plus, les assureurs ont tendance à se faire concurrence sur le rendement des fonds euros, donc c'est généralement intéressant pour un investisseur français. Je rappelle que ces fonds euros, vous pouvez aussi les trouver sur assurance vie et que le capital, pour l'essentiel, est garanti. Cela suppose donc qu'il faut utiliser le PER, à mon avis, uniquement pour la poche sécurisée de son portefeuille et garder plutôt la gestion active pour le compte-titre. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut utiliser le PER plutôt quand on est proche de la retraite, à moins de 10 ans de la retraite, donc quand on a plus de 50 ans, et surtout de ne pas l'ouvrir trop jeune pour ne pas accumuler trop de frais qui vont pénaliser à long terme la performance. Troisième direction que je privilégierais, c'est de plutôt choisir la gestion libre plutôt que la gestion pilotée, parce qu'il y a généralement plus de frais sur la gestion pilotée que sur la gestion libre. Gestion libre en fonds euros, c'est assez facile à mettre en place. Le problème, c'est que sur certains contrats, ils vous imposent d'avoir des unités de compte à un certain pourcentage d'unités de compte pour pouvoir accéder aux fonds euros, même en gestion libre. C'est le cas, par exemple, pour le Paiera-Matelas de Boursorama. Et puis, quatrième point important pour moi pour une utilisation optimale du PER, c'est de réinvestir l'avantage fiscal qu'on a obtenu, parce que si on le réinvestit pas, vous avez vu, il peut être mangé assez rapidement par les frais, alors que si vous le réinvestissez, c'est comme si l'État vous avait fait en quelque sorte un prêt gratuit qui va pouvoir travailler, et grâce au jeu des intérêts composés, vous allez multiplier l'avantage que vous avez obtenu. On continue avec le piège numéro 2 qui est que parfois, malheureusement, la déduction fiscale est un petit peu plus faible que ce que l'on avait prévu. Alors forcément, on est déçu. Et pourquoi elle est plus faible que ce qu'on avait prévu? Parce qu'on a trop écouté son banquier ou trop écouté certaines vidéos YouTube qui vous disent que la déduction fiscale, on doit la calculer par rapport au taux marginal d'imposition, par rapport au TMI. C'est pas vraiment comme ça en réalité qu'on calcule. Ce taux marginal d'imposition, vous le trouvez tout en bas de votre avis d'imposition. C'est tout simplement la tranche supérieure dans laquelle va être imposé vos derniers euros de revenus imposables. Là, vous avez sous les yeux le barème de l'impôt sur le revenu 2025 avec 5 tranches. Donc, par exemple, si vous avez 15 000 euros de revenus imposables, vous montez jusqu'à la deuxième tranche et votre taux marginal d'imposition est de 11%. Cela signifie que tous les euros de la première tranche sont imposés à 0%. Par contre, les euros qui, eux, montent dans la deuxième tranche sont imposés à 11%. Donc votre taux moyen d'imposition sera par exemple de 3-4%, mais il ne sera pas de 11%. 11%, c'est le taux marginal d'imposition. Même chose, si vous avez par exemple 50 000 euros de revenus imposables, vous montez jusqu'à la troisième tranche et vous avez un taux marginal d'imposition de 30%. Donc souvent, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut calculer votre avantage fiscal par rapport au TMI, puisque le versement dans le PER est déductible du revenu imposable, fort logiquement, l'avantage fiscal que vous attendez devrait être égal au pourcentage du TMI. Donc si je fais un versement de 1000 euros et que j'ai un TMI de 30%, je m'attends à avoir une réduction fiscale de 300 euros. Alors attention,
ce n'est pas toujours le cas parce que parfois vous avez un TMI, mais vous l'avez juste pour quelques euros qui dépassent la bande supérieure de la tranche d'imposition en question. Je vais vous donner un exemple chiffré, ce sera peut-être plus clair pour comprendre ça. Donc, prenons cet exemple. Pour un revenu imposable de 30 000 euros, pour un revenu imposable de 30 000 euros, vous êtes dans la troisième tranche avec un TMI de 30%. Mais vous voyez, vous y êtes de justesse. Vous y êtes juste pour 700 euros, qui dépasse la bande supérieure de la deuxième tranche. Donc, vous avez un TMI de 30%. Vous faites un versement de 3 000 euros sur votre PER et votre banquier ou vous-même, vous avez écouté des youtubeurs qui vous disent qu'on calcule par rapport au TMI et vous vous attendez donc à avoir une réduction d'impôt de 900 euros. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous aurez une réduction de seulement 457 euros. Pourquoi? Parce que pour les euros qui sont dans la troisième tranche, certes, vous aurez l'avantage fiscal sur la base de 30%, mais pour les euros suivants, puisque votre revenu imposable va baisser à 27 000 euros, eh bien, vous n'aurez l'avantage fiscal que sur un TMI de 11%. Voilà, donc faites bien attention à cela. Il faut aussi calculer correctement l'avantage fiscal qu'on va avoir. Donc le mieux, c'est vraiment de le calculer par rapport au barème. Et malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc parce que ça, cette information, vous ne l'avez pas en entier sur l'avis d'imposition. Donc il faut bien regarder le barème fiscal tel qu'il est prévu pour l'année suivante. En tout cas, il est prudent, selon moi, de ne pas calibrer son versement sur PER uniquement sur la base de l'information du TMI. Je vous conseille fortement de regarder où en sont vos revenus par rapport au barème de l'impôt sur le revenu avant d'effectuer votre versement sur PER pour ne pas avoir de déception sur le montant de la déduction fiscale que vous aurez. Dans l'épisode suivant, nous verrons deux autres pièges du PER, le matraquage fiscal en cas de déblocage pour l'achat d'une résidence principale, et puis une fiscalité successorale qui est beaucoup plus lourde que celle de l'assurance vie. Alors qu'on vous dit parfois que le PER et l'assurance vie, c'est la même chose, eh bien, pas du tout. On verra ça la prochaine fois. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!